Et bien donc il me revient d'ouvrir ce séminaire en remerciant d'abord nos hôtes, Clara et Thomas, de nous accueillir, puisque notre tradition fait que tous les ans on termine l'année en dehors de notre lieu de travail habituel. Donc ça marque la fin du cycle de l'année scolaire 2024-2025. C'est notre séminaire de fin d'année. Notre président est en congé au mois de juin cette année, donc il n'est pas là, et comme j'occupe la fonction dans le bureau de secrétaire général et de trésorière, je prends le relais du président. Comme le programme l'indiquait, on a choisi une option beaucoup plus clinique sur ce séminaire pour retourner sur la clinique, retourner sur le terrain, retourner sur les pratiques des uns et des autres, pour qu'il y ait une résonance pratique à nos travaux qui sont plus intellectuels lors de certaines séances. Alors je rappelle le fil conducteur de l'année qui était à l'est d'Éden. Caïn s'éloigne de la face du Seigneur et s'en va habiter au pays de Nod, à l'est d'Éden. C'est un verset de la Genèse, chapitre 4, verset 16. Qui nous a servi de fil conducteur cette année. Donc on a construit notre journée avec 4 interventions. La première sera assurée par Marc Le Boucher, qui portera plus un regard historique sur la clinique. Ensuite, Gérard Haddad parcourra rétrospectivement le cheminement de nos travaux depuis plusieurs années, en zoomant sur la dernière partie donc, de ce complexe de Caïn. Et puis cet après-midi, nous aurons l'intervention de 2 cliniciens, donc Clara Novaes et Thomas R. Nous ferons écho de leurs questionnements, de leurs réflexions, de leurs élaborations sur leur clinique pour donner la dimension des patients dans notre séminaire d'aujourd'hui. Voilà ce qui vous attend comme programme. Donc je commence par donner la parole à Marc Le Boucher, que j'invite à se présenter, puisqu'il n'est pas psychanalyste. Voilà, donc merci de cet accueil si sympathique et de la perspective d'une journée à la fois conviviale et intellectuellement stimulante. Donc moi je suis éditeur, donc, surtout dans le domaine religieux, par ailleurs un peu écrivain et auteur. J'avoue que ce sujet de l'histoire de la clinique, ça m'intéresse parce que quand j'ai fait un parcours de droit et de sociologie politique, cette question de la dimension politique de la psychiatrie, j'ai pu lire 2 ou 3 choses là-dessus. Après, j'y suis revenu, puis aussi, à la fois pour des questions conjugales, j'entends parler beaucoup de psychiatrie et de l'hôpital, et puis pour des raisons aussi personnelles, ayant, par le vécu de ma mère, côtoyé un peu la maladie mentale et cet univers-là, voilà, ça fait un espèce de mixte intello personnel qui fait que j'ai eu envie de faire un petit peu cette intervention ce matin pour essayer de revenir au fond en quelques flashs sur l'histoire de la psychiatrie, l'histoire des traitements avant que apparaisse vraiment la psychanalyse et puis après les traitements plus chimiques ou autres. Essayer de voir un peu comment on se situe par rapport à cette étrangeté de la maladie mentale, mais au-delà des clichés. On entend aussi énormément de clichés régulièrement dans l'actualité, pas plus tard que ces dernières semaines avec l'affaire de Nogent, ou lorsque on a un fait divers, ou lorsque le pouvoir politique propose des mesures sur l'évolution de la psychiatrie ou de l'hôpital. À chaque fois, il y a beaucoup de clichés qui circulent. On entend encore des gens qui sont agrégés de l'université ou qui sont à des postes importants. Vous parlez de la psychiatrie comme si on en était encore au fou, qu'on doit enfermer, quoi. On est quand même encore beaucoup là-dedans. Alors, je vous propose ce petit parcours. Je fais quelques lectures, ou plutôt quelques relectures. Alors d'abord, peut-être revenir, la première chose qui m'a frappé, revenir au fond au XVIIIe siècle, où on est encore dans la parole des sans-voix et de cette parole de souffrance. En 1845, l'aliéniste Moreau de Tours a cette belle phrase « Si les malades, parfois ont parlé, on n'a pas toujours fait compte de ce qu'ils ont dit ». Alors effectivement, jusqu'à cette période-là, la parole des malades, la parole
est largement inaudible. Et donc, c'est à partir, au fond, peut-être du siècle des Lumières qu'on commence à voir apparaître peu à peu, d'une manière assez ténue, un regard différent sur le vécu de ces malades qu'on a vraiment mis à l'écart. Alors, on pense au grand travail de Michel Foucault, hein, qui a, dans l'histoire de la folie à l'âge classique, montre comment l'âge classique est plutôt dans une perspective d'enfermement, de renfermement, notamment au sein de l'hôpital général, des marginaux, des pauvres, des malades, et puis de ceux qui sont atteints de maladies mentales. Donc on est quand même beaucoup dans ce contexte-là, et notamment à Paris, dans sa banlieue, dans des lieux d'enfermement comme l'hôpital de Bicêtre, auquel le docteur Marie Didier a consacré ce beau livre il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle « Dans la nuit de Bicêtre », dans la belle collection de Gallimard, l'un et l'autre, où elle a vraiment plongé au fond sur cet univers d'enfermement. C'est vraiment, le titre bien, « La nuit de Bicêtre », hein, à l'époque, en même temps, on commence vraiment aussi à s'interroger sur les rapports du corps et de la conscience, le lien avec l'esprit, la division du moi. Et puis la période des Lumières sur cette question qui va hanter aussi la Révolution française de la régénération, au point que dans cette question de la division de la personne et du moi, on va inventer un instrument qui s'appelle la guillotine, comme vous le savez, qui justement a le souci de faire que, de manière très rapide, les deux dimensions se distinguent sans douleur, hein, de manière très scientifique. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est à l'hôpital de Bicêtre qu'on va tester les guillotines sur les cadavres. C'est assez intéressant. Voilà, et les guillotines seraient effectivement une production des médecins, hein. C'est pas simplement des mécaniciens, mais bon. Alors, pour avoir un petit peu une idée de l'ambiance de ce qui se passe là-bas, on a ce que Marie Didier se met un petit peu en scène et enfin en tout cas met en scène un des surveillants dont je vais parler. Évoquant les malades, tu les revois un à un. Celui de la rue de l'Enfer, squelette vivant, qui se laisse mourir de faim, répétant à longueur de journée, tous ceux qui ont habité ma maison sont morts, donc je suis mort. Comme les morts ne mangent pas, je ne dois pas manger. Cet autre, maréchal Ferrand, jeune homme de 30 ans, émacié, il respire avec peine, épuisé par un travail forcené pour faire vivre sa famille et ses parents infirmes, il frappe des hordes entières sur une enclume imaginaire. Cet autre, depuis la mort de son fils, refuse de se vêtir, demeure prostré, la tête entre les mains. Cet autre encore, emphatique, violent, hurle son ambition, détruite par les échecs successifs. Cet autre, très doux, toujours voté, le regard embrumé, te récite les fables qu'il a écrites autrefois et qu'il connaît par cœur. Cet autre, un grand horloger, l'un des plus renommés de Paris, voulait inventer le mouvement perpétuel. L'impossibilité, malgré des années d'efforts et de travail, d'atteindre cet idéal l'a plongé dans un ressassement maniaque que les douches de l'Hôtel-Dieu n'ont jamais pu guérir. Cet autre, aux chaînes, depuis 25 ans, dans le quartier des Furieux, rue des Chiens, rugit comme un fauve, soulève ses chaînes menaçantes dès que tu pénètres dans sa loge. Ouais, certains sont enchaînés. Hein. Seule la fille de salle, lorsqu'elle dépose la nourriture, parvient à le calmer un moment par la seule présence féminine. Et cet autre encore, au fer depuis 45 ans, le dos cassé, chauve, sans dents, une barbe blanche et sale qui balaie le sol. Il peut à peine soulever ses chaînes, on le maintiendra ainsi garrotté jusqu'à ce qu'il rende son dernier soupir. Et ce prêtre irlandais, aux chaînes depuis 15 ans, que la férocité et le besoin de faire le mal n'ont jamais quitté, il le clame et veut te convaincre qu'il est semblable au démon qui l'habite. Enfin, c'est celui dont la famille paie la pension. Il vit seul dans sa loge et martèle à ses oreilles qu'il est Louis XIV en personne, exigeant toutes les prévenances dues à son rang. On a un petit peu une idée de l'ambiance. Donc voilà, cet univers clos du monde de la folie, mais qu'on clôt, mais en même temps qu'on peut exhiber comme dans un zoo, c'est-à-dire que le public peut venir voir
les fous enfermés, enchaînés à l'hôpital de Bicêtre. Alors, en fait, on a assez longtemps pensé que c'était surtout le fameux docteur Philippe Pinel, qui avait délivré ces aliénés de leur chaîne. On voit ça sur les tableaux ou sur la statue qui est devant la Salpêtrière à Paris, là, pas loin de la gare d'Austerlitz, justement. Alors en fait, on s'aperçoit que quelqu'un a joué un rôle aussi très important, un peu plus obscur, un peu avant Pinel, qui est un certain Jean-Baptiste Pussin. Ce Jean-Baptiste Pussin commence d'abord par être un malade parmi d'autres. Il est atteint des écrouelles, ce mal des écrouelles. Il sera pensionnaire à Bicêtre, et puis petit à petit, vu ses qualités, il va devenir au fond une sorte d'infirmier psychiatrique avant l'heure, de surveillant. Et ce personnage est très bien mis en valeur par Marie Didier, là, qui s'est vraiment beaucoup intéressé à lui. C'est un personnage qui est aussi cité par Foucault. Et très vite, on va lui reconnaître au fond deux qualités fortes. D'abord, une sorte de calme, de douceur, qui peut rassurer et inspirer confiance lorsque le malade est habité d'une forte angoisse. Et puis aussi, à côté de ce calme, une force physique. La force physique pour calmer, au besoin par une forme de contention, pour contenir l'aliéné, là aussi quand il y a une crise de violence. Alors on n'a pas encore à l'époque vraiment de camisole, ça va s'améliorer après, évidemment pas de camisole chimique non plus. Mais ce qui est intéressant dans l'expérience de ce fameux Jean-Baptiste Pussin, c'est que petit à petit, on commence un peu à humaniser l'hôpital. Alors tout simplement en fournissant quelques couvertures quand il fait froid, en faisant de la soupe avec des légumes qu'on cultive dans le jardin de l'hôpital pour réchauffer le malade, un peu plus d'hygiène et d'eau. Et puis, on va arriver aussi à la délivrance des chaînes, quoi. Donc c'est quand même, semble-t-il, Pussin qui, avant que Pinel insiste là-dessus, le théorise, l'explicite de manière conceptuelle, que voilà, quelque chose doit se passer pour avoir un autre regard au fond sur le malade, un premier souci. Alors, il ne faut pas rêver, c'est encore on utilise encore plein de moyens, on va utiliser longtemps encore plein de moyens de contention, tout ce qui est douche, etc. Mais on commence de fait à regarder un petit peu les choses. Pinel finalement se disant, il y a encore un peu de raison chez le malade. C'est peut-être à cette part de raison qu'il faut s'adresser pour que il y ait un peu des progrès de son état, ou du moins un certain calme. Donc voilà, on est d'abord dans cette fin de XVIIIe siècle, dans cette atmosphère-là, mais qui petit à petit commence on voit émerger une sorte de souci de la personne et du malade. Donc c'est très bien expliqué, notamment aussi par ce livre-là, donc L'homme qui se prenait pour Napoléon, dont je vais reparler. Alors, ça c'est la première, finalement, voilà comment on commence à écouter un petit peu la parole des sans-voix. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que petit à petit, on voit toute cette dimension politique de la psychiatrie qui va émerger, puisqu'à partir du début du XIXe siècle, on met en place l'institution asilaire, asile public ou asile privé, avec dans cet asile la place au fond très très importante du médecin qui est en même temps le directeur. On voit que cette figure du directeur, elle est très importante, qui règne d'une manière un peu absolue. Alors, on n'en est plus évidemment à l'enfermement par lettre de cachet comme sous l'Ancien Régime. Voilà, les opposants politiques ou familiaux qui sont enfermés par le pouvoir politique. Mais il n'empêche qu'on est quand même dans cette institution où le directeur, il a au fond lui aussi cette double fonction qui est de rassurer, il y a un cadre, et en même temps d'intimider, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir à certains moments montrer la force ou faire peur pour calmer. Mais on passe petit à petit de ce qu'on appelle le traitement finalement
le traitement physique, voilà, l'enfermement ou la force pure, au traitement moral, c'est-à-dire moral dans le sens où le moral s'oppose au traitement physique, et aussi moral dans le sens où il faut quand même réintégrer la personne dans la vision morale de la société. On est vraiment dans l'émergence de la société bourgeoise du 19e siècle, un certain ordre moral dominant. Et donc voilà, c'est par là que les choses vont passer. Comme je le dis, je le répète, on continue quand même d'utiliser des moyens physiques musclés, les douches, les bains forcés pendant des heures, forme de contention, etc. Donc on n'est pas encore dans le... Voilà. Alors, cette dimension politique, l'institution asilaire va être donc vraiment codifiée par la loi de 1838 sur l'aliénation mentale, qui établit à la fois le principe de créer dans chaque département, donc on colle à l'organisation administrative et politique, un asile dans chaque département, avec la possibilité quand même pour les malades de travailler. Alors, avoir une petite activité rémunérée. Là aussi, on est dans l'idée quand même que voilà, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Donc, comme chacun sait, il faut quand même occuper les gens et voilà, il y a une forme de régénération par le travail manuel. Et puis, alors l'autre chose importante que cette loi va poser, ça vous le savez, mais savoir à la fois pour protéger la personne et protéger l'ordre public, les notions de placement volontaire, non pas la volonté du malade, mais la volonté d'une personne extérieure, d'un tiers, ça peut être la famille ou d'autres, et le placement d'office, et puis la formule du placement d'office, là c'est l'autorité publique qui va décider de placer une personne, là aussi pour défendre au fond l'intérêt de la société, donc ce qui va évidemment donner lieu à des avis. Il y a même une nouvelle de Balzac qui s'appelle L'interdiction. Je n'ai pas eu le temps de la relire, mais elle est assez intéressante. Je trouve que c'est un aristocrate qui se fait enfermer par sa femme ou par sa famille, parce que voilà, et pour des sordides raisons d'argent. Mais donc il y a déjà des questions liées à cette interdiction. Et puis, à côté de ça, on va voir l'évolution jurisprudentielle avec le principe de l'irresponsabilité pénale. Lorsqu'on constate que le médecin va constater que la personne n'avait pas toutes ses facultés mentales au moment de la commission d'un acte criminel ou délictuel, et donc en posant le principe d'irresponsabilité, la personne va échapper à une condamnation. Et d'ailleurs, à l'époque, le docteur Blanche dont on va parler, les tribunaux évitent parfois, ou du moins se méfient de faire appel à lui, parce qu'en général, il va déclarer les responsabilités pour pas que la personne soit condamnée à mort, ce qui est plutôt sympathique. Mais déjà, la question de se dire, alors, est-ce qu'on est trop laxiste par rapport aux malades ou aux délinquants se pose déjà. C'est pas d'hier. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques décennies, cette dimension politique de la psychiatrie au XIXe siècle, elle a donné lieu à un très beau débat intellectuel, aujourd'hui, voilà, qui fait partie des références, des classiques, mais moi je trouvais vraiment très très passionnant, entre finalement le regard que posait Michel Foucault là-dessus et le regard de Marcel Gauchet et Gladys Swain. Pour Michel Foucault, finalement, cette création de l'asile, elle poursuit la dynamique du grand renfermement de l'Ancien Régime. C'est-à-dire que c'est le pouvoir de la raison qui avance inéluctablement pour mettre aux marges les pauvres, les indigents, les malades, etc., et les enfermer. Donc font cette espèce de logique un peu implacable. Alors que pour Marcel Gauchet, donc, qui a été longtemps à la tête de la revue Le Débat et philosophe, et Gladys Swain, sa compagne à l'époque, qui est décédée très prématurément, qui était psychanalyste, nous explique que plutôt l'asile, c'est d'abord le souci, au nom de l'idéal démocratique et une certaine vision des Lumières, le souci de réintégrer le sujet dans la société, par ce jeu de régénération finalement, en se disant finalement
le fou, c'est plus tellement l'étrangeté du Moyen-Âge, mais c'est aussi quelqu'un comme nous. Hein, c'est-à-dire, c'est un autre, mais c'est aussi le même. Hein. Et c'est finalement en disant, voilà, on est dans le mouvement d'avancée de la démocratie, c'est le souci de l'égalité. Et c'est le même souci d'égalité qui va faire qu'on va, au début, on va avoir d'abord un suffrage et des votes qui sont restreints à ceux qui payent des impôts, au sens, mais on va après passer au suffrage universel, sauf les femmes. Mais on va finalement y arriver quand même un siècle après. Donc, et puis on va dire que voilà, au départ on va dire voilà finalement les femmes, les noirs, sont quand même très différents de nous. Mais non, petit à petit on se rend compte que c'est du même tout ça. Et ben pour le fou c'est un peu la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'on on va réintégrer dans ce mouvement démocratique la personne. Alors ce qui est intéressant aussi dans cette dimension politique, alors je vais un peu vite mais c'est vraiment passionnant, pas tant ce que je raconte que ce qui est dans le contenu, elle se traduit aussi dans la forme des pathologies. Alors on riait beaucoup dans le temps, on disait ah ouais, on disait le fou c'est celui qui se prend pour Napoléon, c'était vraiment Alors ce qui est intéressant dans ce livre de Laure Murat, donc Laure Murat qui est universitaire, qui est écrivain et qui vit aux États-Unis là, elle montre qu'en fait tout ça est très très lié c'était vraiment une réalité hein, des gens qui se prenaient pour l'empereur et il y avait un certain nombre de cas dans les hôpitaux psychiatriques de l'époque. On voit aussi qu'en littérature, tout le monde est obsédé par Napoléon. Prenez Stendhal. Voilà, Stendhal, c'est le rouge et le noir, l'idéal de l'empereur, la bataille de Waterloo, Chateaubriand comme là, Hugo, Balzac, tout le monde est quand même fasciné par ce destin de Napoléon qui à la fois est brillant et en même temps finit dans une sorte de déchéance. Hein. Alors je crois qu'il y a une citation de Lacan qui dit finalement Bonaparte était un fou qui se prenait pour Napoléon. Le fou, c'est celui qui se prend pour lui-même. Voilà. Et voilà. Alors c'est quand même intéressant. Donc, voilà, il y a une histoire aussi assez intéressante de voir comment la psychiatrie de l'époque s'y prend pour traiter ce type de cas. On pense c'est de l'histoire du docteur Ferrus là qui est racontée par le docteur Blanche, où un jour voilà se présente quelqu'un qui arrive à Bicêtre et qui se prend pour le fils qui se déclare le fils de Napoléon. Donc alors, le docteur Guillaume Ferrus était médecin militaire présent à Austerlitz et Wagram, et il avait fait toutes les campagnes de l'Empire jusqu'à la retraite de Russie, et c'est ainsi un jour, et donc voilà comment il traite les monomaniaques qui sont obsédés par la figure de l'empereur. C'est ainsi qu'il voit un jour arriver à Bicêtre, dans l'état la plus violente agitation, un jeune homme qui déclare être le fils de Napoléon. « Ah, j'ai été médecin de votre père, lui dit le docteur Ferrus, venez causer près de moi. Vous m'exposerez vos griefs et je vous ferai donner satisfaction. » À ces mots, il l'entraîne familièrement, bras dessous, vers les arbres qui garnissent la cour de l'hôpital et il lui demande la cause de son agitation. Il en apprend qu'il a fait 25 lieues à cheval. Mais, lui objecta-t-il aussitôt, vous devez savoir que lorsque Sa Majesté l'Empereur et roi, votre auguste père, avait fait de semblables courses, ce qui lui arrivait souvent, il ne manquait jamais de se mettre au bain. Le malade offrit presque de lui-même d'en faire autant, et il se mit au bain en effet. Encouragé par ce premier succès, M. Ferrus lui prit le bras et lui dit « Savez-vous que votre majesté a le pouls fort, dur, agité, elle ferait bien de se faire tirer un peu de sang non pas au bras, car ça pourrait vous empêcher de signer vos ordres, mais à une petite veine du cou. » Le malade consentit à se faire saigner, et en 15 jours, le fils de Napoléon, saigné, baigné, consolé, était redevenu tout simplement le fils de son père. Voilà, c'est quand même... voilà. Il est rentré dans son symptôme. Voilà, c'est assez... voilà, c'est quand même... D'accord. C'est incroyable, mais bon, c'est vrai. Alors... Ensuite, donc on a évoqué d'abord la nuit de Bicêtre, la voix des sans-voix, on a évoqué la dimension politique. Alors moi, je vais m'arrêter un petit peu là sur la fameuse clinique des docteurs Blanche.
où on va passer un petit peu voilà, on avance dans la recherche psychiatrique, la dimension artistique aussi et une forme de prise de parole. Alors, tout le monde le connaît, le nom de Charcot, voilà, qui est effectivement présent dans toutes les mémoires, voilà, à cause de l'hypnose, à cause de l'hystérie, à cause de voilà sa première influence sur le jeune Freud au départ, avec voilà la mise en scène de des séances à la Salpêtrière. Mais on connaît moins effectivement les docteurs Blanche, père et fils, qui vont se succéder à la tête de cette fameuse institution, la maison, institution privée pour le coup, la clinique des docteurs Blanche. Alors le père s'appelait Esprit, c'est quand même pas mal, un psychiatre, Esprit Blanche, 1796-1852, et son fils Émile, 1820-1893. Alors il y a encore dans le 16e arrondissement une rue du docteur Blanche, mais il n'y a pas de concept de découverte majeure ou de description d'un symptôme particulier lié à ces médecins. Mais ce qui est intéressant de regarder un peu leur histoire, donc vraiment, franchement, sans mentir, ces deux livres-là se lisent vraiment comme des romans. C'est passionnant. Moi, je ne suis absolument pas un spécialiste. Alors, il y a donc d'abord L'homme qui se prenait pour Napoléon, qui est plus général, sur l'histoire de la psychiatrie, et puis La maison du docteur Blanche, là, qui est vraiment consacrée à cette institution. Alors donc, on n'en est pas encore à la psychanalyse, hein. On n'en est pas encore à vraiment ces thérapies par la conversation, mais on a déjà des premiers éléments d'une relation un peu plus confiante avec le malade, et puis peut-être déjà des premiers essais d'art-thérapie, par exemple. Voilà, on va s'en dire un tout petit mot. Alors la première maison va être à Montmartre. Donc elle est créée en 1821, et puis ensuite elle va passer à Passy. Pourquoi à Passy? Parce qu'il y a là-bas des sources thermales, hein, ce qu'on ne sait pas toujours. Les sources thermales, voilà, qui permettent le bain, enfin voilà. Et elle va s'installer dans l'hôtel de Lamballe. Alors c'est assez, voilà, ça, c'est pas un clin d'œil qui aurait. C'est que, comme vous savez, Madame de Lamballe, à la Révolution française, on a fini la tête au bout d'une pique. Lamballe, ça, voilà, elle a perdu la tête, là, pour le coup. Donc, voilà, après ce petit clin d'œil pas très, très drôle, voilà. Donc, c'est un établissement privé, un établissement payant, hein, alors qui n'est pas réservé, franchement, aux classes populaires, hein. Et là aussi, le docteur Blanche, le premier, et son fils sont vraiment des adeptes du traitement moral. Hein, c'est-à-dire, il peut être nécessaire d'avoir une intimidation, voire d'utiliser voilà, les moyens classiques du bain, encore, genre, voilà, il y a aussi, à l'époque encore, la saignée, la purge, voilà, ça existe encore, hein, on n'est plus chez Molière, mais c'est quand même encore utilisé, mais quand même, il y a un refus des souffrances physiques par le traitement et des méthodes violentes. Et le docteur écrit « Personne ne songerait à astreindre un malade affecté d'une pneumonie à respirer librement, ou un boiteux à marcher droit et un sourd à savourer les charmes d'un opéra de Meyerbeer. Pourquoi voudriez-vous alors forcer un fou à raisonner comme un homme d'esprit ?» Voilà, donc il y a quand même cette idée du traitement moral. Donc on est au fond dans une forme de pension de famille, hein, avec un grand jardin. On est vraiment aussi dans le climat de la bourgeoisie de l'époque, hein, c'est l'époque de Louis-Philippe, etc. Et donc elle va accueillir beaucoup de monde, un certain nombre de personnalités, notamment durant la période romantique. Donc on va évoquer Gérard de Nerval, Marie Dagout, la compagne de Franz Liszt, hein, qui sera écrivain, un très bel écrivain, et la compagne de Liszt, hein, qui quitte son mari et sa famille pour aller vivre avec le musicien, donc après avec une vie un petit peu compliquée, mais qui sera écrivain sous le nom de Daniel Stern, enfin un écrivain reconnu. La famille Halévy, il y a Georges Bizet, après on aura le frère de Van Gogh, Théo, on aura Maupassant, dont je vais redire un petit mot. Voilà, donc on est dans la pension de famille, la femme du docteur aussi a un certain rôle dans l'ordonnancement de la maison.
Voilà, je lis par exemple ces vers d'un malade qui était accueilli à l'époque, un certain Anthony Deschamps, un poète dont on dit qu'il était hypocondriaque, probablement incurable, mais qui voilà, était quand même, faisait vraiment presque partie de la famille. Elle a ce quatrain est pas mal. Depuis longtemps, je vis entre deux ennemis. L'un s'appelle la mort et l'autre la folie. L'un a pris ma raison, l'autre prendra ma vie. Et moi, sans murmurer, je suis calme et soumis. Là, c'est le bon malade, c'est-à-dire qu'il fait, effectivement, il est calmé, quoi, hein, et un peu résigné. Alors, le docteur fréquente aussi des artistes, c'est-à-dire qu'on vient à la table de la maison sans être interné, mais Berlioz, Alfred de Vigny, Théophile Gautier, qui en même temps sont des amis de malades, comme des amis de Nerval, par exemple. Et voilà, cette dimension artistique est très importante. Et le petit-fils du docteur Esprit Blanche, donc le fils du docteur Émile, qui s'appelle Jacques-Émile, sera un peintre très reconnu, Jacques-Émile Blanche. Tout le monde connaît le portrait de Marcel Proust, qui est très célèbre. Ben, c'est le petit-fils, voilà, Jacques-Émile Blanche, peintre de talent, beau portrait de Mauriac aussi, du jeune Mauriac. Alors, incontestablement, le patient qui va être le plus célèbre de la clinique, c'est Gérard de Nerval. Et ce qui est intéressant, voilà, dans cette histoire qui est largement racontée par Laure Murat, c'est la dimension un peu de rêveur, ce qu'elle appelle le rêveur lucide. Hein, voilà. Donc, on pourrait aujourd'hui, avec nos propres critères et nos mots, évoquer pour Nerval un syndrome maniaco-dépressif. Mais c'est vraiment, comme elle dit, l'idée qu'on se fait à l'époque du XIXe siècle de l'aliéné, c'est-à-dire l'aliéné, le fou, c'est celui qui fait l'expérience en lui-même, à l'intérieur de lui-même, de la présence d'un autre, la présence de l'autre à l'intérieur de soi. Et en effet, voilà, on va avoir à plusieurs reprises des crises psychiques chez Nerval, des moments de fureur et donc du coup donnant lieu à des enfermements, même à la camisole de force. Donc on aura un premier séjour dont à partir de 1841 dans la maison du docteur Blanche, mais en même temps avec chez Nerval cette recherche de savoir où est la frontière entre son état de folie et la raison, quoi. Donc, et Nerval, lui, c'est bien, enfin je reprends la formule de Laure Murat, là où le médecin distingue l'homme normal du fou, Nerval, lui, considère au fond, un seul individu, le poète, qui est à la fois qui est au fond ce rêveur un peu clairvoyant, qui va passer sans trop de difficultés, sans encombre d'un univers à un autre. Hein. Il y a une espèce de prise en compte de la dualité de deux univers qui sont présents chez la même personne, donc avec une alternance de lucidité et de rêve, et donc un lien entre certaines crises et l'expérience poétique. Alors c'est incroyable de penser qu'il va être soigné pendant 12 ans par le père, par Esprit Blanche, et puis après il sera soigné par le fils, en retournant une bonne partie de la fin de sa vie à la clinique du docteur Émile Blanche. Alors, il se suicide dans cette clinique? Non, il se suicidera dans Paris, mais pas dans la clinique. Ah non. Après, on verra, voilà. Donc, ce qui est intéressant, la question qui se pose, c'est finalement, est-ce que l'écriture, dans son cas, a eu une fonction thérapeutique? Est-ce que le médecin l'a poussé, l'a encouragé à écrire et à raconter au fond, ou à poser ses rêves sur le papier? Alors certaines lettres peuvent le penser, hein, les lettres de Nerval à Émile Blanche, mais en même temps, il y a une espèce de... Voilà, on peut se demander si c'était pas une façon aussi de contrôler son patient, au nom du traitement moral. En tout cas, on voit bien qu'il y a chez Nerval comme un souci d'auto-analyse de ce qui se passe en lui, avec le côté évidemment dramatique et cette hantise. Alors on revient à notre thème de séminaire du double. Alors, ça c'est clair que c'est extrêmement présent. On a retrouvé aussi le lien avec l'Orient, très présent. C'est un grand orientaliste. Très grand orientaliste. Hein, et donc voilà. Alors il y a évidemment, ne peux pas ne pas citer les célèbres vers de Nerval. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé.
porte le soleil noir de la mélancolie. Voilà, le soleil noir de la mélancolie Et le poème s'appelle El Desticado. Voilà. Je ne sais pas si c'est du portugais ou du espagnol plutôt. L'espagnol, oui. Alors, autre écrivain célèbre qui va finir, lui, vraiment mourir à la clinique, c'est Guy de Maupassant. Hein. Alors, lui, alors si j'en crois le docteur Patrick Lemoine, qui te cite dans son livre, qui se cite toi, Gérard Haddad, docteur Gérard Haddad, la santé psychique des écrivains, et il y a un chapitre où le complexe de Caïn est cité. C'est intéressant parce qu'en fait, il prend un certain nombre d'auteurs et de textes et il établit un diagnostic. Hein, il dit voilà, si j'avais eu Maupassant, peut-être j'aurais conseillé de faire ça, un petit peu de MDR, un petit peu de psychanalyse ou alors un bon traitement chimique. C'est très intéressant. Alors d'après lui, effectivement, chez Maupassant, on était en face des suites de la syphilis, hein. Paralysie, excès de démence, etc. Et peut-être, voilà, c'est ça. Et peut-être, bon, alors lui dit peut-être que j'aurais dit schizophrénie aussi. Bon, en attendant, alors lui, il est peut-être même encore plus que Nerval hanté par le thème du double. Et là, on recite la fameuse nouvelle Le Horla. Enfin, vraiment, c'est l'obsession absolument, une forme de fantôme, de vampire, de double. C'est voilà une thématique aussi qu'on a évoquée dans le séminaire. Et puis aussi, alors autre, bon, je détaille pas Maupassant, mais là vraiment on a, alors c'est terrible parce qu'après il va mourir, on va faire visiter la chambre où est mort Maupassant. Enfin c'est vraiment, et alors il y a des très beaux moments où il correspond avec Flaubert. Flaubert essaie de le secouer un peu, mais c'est voilà, c'est très très intéressant. Et puis je voudrais juste terminer en parlant de la clinique aussi avec puisqu'on est dans l'artistique, Gounod, Charles Gounod, qui est le grand compositeur. Alors c'est quelqu'un qui avait été, lui, très habité par des questionnements religieux et spirituels. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien aussi que chez lui, la conversation a eu un rôle apaisant. Hein, et alors, il dit je lutte avec mon nuage, c'est intéressant, hein, cet état de dépression, de mélancolie, ce qu'il appelle son nuage. Hein. C'était alors, Churchill lui disait le chien noir, il me semble, quand il avait des moments de déprime. Black Dog, là, le chien noir, là c'est le nuage. Mais il semble bien quand même que une forme de thérapie par la parole, sans l'expliciter, fonctionne. Voilà, je reprends cette lettre. Mon cher excellent ami, je voulais vous porter, quand il écrit au docteur Blanche, le fils, hein, je voulais vous porter moi-même une nouvelle qui m'intéresse et qui par conséquent, vous voyez, je soumis sans facilité aucune, me paraît appartenir de droit à votre amitié. J'entre en répétition à l'opéra après la représentation de Tannhauser et mon ouvrage en 5 actes, La Reine de Saba. Si le travail considérable que j'ai à livrer à la fin de ce mois, mes 2 premiers actes, ne me clouez pas forcément à la maison, je serais allé vous dire tout cela moi-même et bavarder avec vous de cœur à cœur, ce qui me fait toujours du bien, voilà, etc. Donc, voilà, est-ce que, en tout cas, alors Meura pose la question, est-ce qu'on peut penser que cette rationalisation de la parole est un moyen thérapeutique, hein, ou est-ce que c'est simplement de l'amitié? En tout cas, on sent déjà quand même cette émergence du soin et du sens du malade dans cette clinique. Voilà, c'est tout à fait intéressant. Alors juste pour ne pas conclure, voilà, donc j'ai vraiment fait des flashs, hein, sur ce qui me parlait, m'intéressait. Évidemment, on aurait pu aller jusqu'à aujourd'hui avec l'antipsychiatrie, la critique du modèle institutionnel, etc. Alors, ce qui m'a intéressé aussi, c'est de voir un petit peu comment, finalement, là-dessus, on a toujours plein d'images dans la tête. Hein. L'image de l'enfermement, l'image du directeur, dont on ne sait pas très bien des fois si c'est le fou ou le directeur. Hein. Si vous ne faites pas, vous prenez le film Shutter Island, par exemple, ou le cabinet du docteur Caligari de Wiesel, le film expressionniste allemand, on ne sait plus très bien qui est quoi.
mais comment ces images continuent de nous hanter au plan personnel, familial ou professionnel. Intéressant de voir le succès de ce livre, qui est incroyable. Mon vrai nom est Elisabeth, je ne sais pas si vous l'avez regardé, enfin, c'est quand même impressionnant de voir le succès de cet ouvrage. Une jeune femme chercheuse qui va essayer de reconstituer le parcours de son arrière-grand-mère qui a été internée à plusieurs reprises pour un problème, pour une maladie mentale, qui va, je crois, subir l'électrochoc, etc. Tout ça parce que ce que dit, ma famille me dit peut-être que je suis folle moi aussi parce que c'est héréditaire. Bon, on revient toujours un peu à ces archétypes un peu forts et c'est ça qui m'intéressait en reprenant toute cette histoire et on dise, je ne vais pas dire d'apéritif parce qu'on en aura quand même un plus sympa tout à l'heure, en tout cas d'ouverture de séminaire. Voilà, merci de votre attention. Merci Marc. Alors, je voudrais te répondre à la question de l'hérédité, parce que c'est une des grandes questions. D'abord, il faut rappeler l'apport du grand psychiatre allemand Kraepelin, qui a distingué deux catégories de maladies, les troubles mentaux liés à une détérioration du système nerveux, qu'on va appeler les démences, et les troubles psychiatriques qui n'ont pas de substrat neurologique. D'accord ? Ah, oui. Bon, dans la première catégorie, c'est surtout la dégénérescence du grand âge, ce qu'on appelle depuis peut-être l'Alzheimer, qui est une démence. Le mot dément qui paraît si épouvantable est lié plutôt à la notion que la cause des maladies mentales est neurologique et pas... Bon. Donc nous nous situons, nous, dans le cas de la maladie, de la psychose. Parce qu'il y a démence et psychose, d'accord ? Les deux grands pôles. Alors, la question d'hérédité est très importante parce que dans la doctrine lacanienne, quand même, dit, il a introduit une sorte d'hérédité signifiante, si on peut dire. C'est-à-dire que c'est pas du tout lié à... C'est ce qu'il a appelé la forclusion du nom du père, qui fait que ça se transmet. Que par exemple, il faut 3 générations, brièvement, hein, il faut 3 générations pour qu'éclate une psychose. Un rejet du signifiant maître, qu'il appelle signifiant maître ou signifiant paternel, c'est-à-dire quelqu'un qui a rompu la chaîne des générations. En gros, pour faire compréhensible, bon, nous sommes inscrits dans une chaîne de générations. Et celui qui a le mieux, à mon avis, défini ça, c'est pas un psy, c'est un mathématicien. Il s'appelait Peano. Peano a fondé les mathématiques modernes avec ce qu'il appelait un axiome de Peano. Tout nombre a un prédécesseur et un successeur. Ça, c'est les mathématiques, hein. C'est ce qui fonde la mathématique moderne. Alors, il y a plusieurs axiomes de Peano. 0 est un nombre. Chaque nombre a un prédécesseur et chaque nombre a un successeur. Et puis un autre truc, la transitivité. Bon, si A est plus grand que B, si B est plus grand que C, A est plus grand que C. Bon, bref. Alors, quand on a rompu cet axiome, c'est ce qu'il appellera la forclusion. Et alors, c'est héréditaire au sens... il y a peut-être un travail, il y a des possibilités peut-être de réversibilité. On voit souvent des gens qui se convertissent, par exemple, des trucs comme ça, pour reconstruire une chaîne qui a été rompue par quelqu'un. Bon, c'est tout ce que je voulais apporter comme complément à ce que tu as dit.